Salut à tous, c'est Bismart et donc c'est notre premier anniversaire, les amis, donc le 16 juin l'année dernière. On démarrait cette aventure, donc on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour l'émission d'anniversaire, bonne question. J'ai répondu, on va essayer de montrer ce qu'on a fait de bien, voilà, et on va inviter, on va inviter ceux qui me semblent le plus exemplaires de ce qu'on a essayé de raconter, voilà. Ça commence avec vous, Alexandra. Donc voilà, mais pourquoi Alexandra on va en parler ensemble. Parce qu'elle est exemplaire et puis parce qu'elle est la représentante, en l'occurrence, du secteur qui a sans doute vécu l'impact le plus dingue de cette... Alors, c'est pas une année, c'est 18 mois, 18 mois complètement dingue. Donc voilà, on va aller voir ça. Ensuite, qui est-ce qu'on va aller voir ? On va aller voir, alors, Nicolas Gaume, mais lui, il a toute une histoire. Mais c'est entrepreneur dans l'espace maintenant. C'est-à-dire, c'est les nouvelles dimensions de l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'on va aller voir ? Alors, les nouveaux fermiers, ça, j'en parlerai avec Cédric, je ne vais pas faire l'article maintenant. Ils font de la viande végétale. Bon, vous dites de la viande. Je n'ai jamais, et je vais en parler avec lui, reçu une telle hostilité après avoir interviewé un entrepreneur. J'ai l'impression que c'est un blasphème, Alexandra, que de faire... C'est quelque chose de dingue. La violence qui peut se déchaîner. Et pour le coup, Cédric... donc quand il est venu il y a 6-8 mois, ils ont une usine de fabrication. L'endroit où est située leur usine n'est pas public. Et ça me surprenait quand même. J'ai compris pourquoi. La viande végétale. Viande végétale. Bon, donc moi, je ne vais pas dire que je fais du cure de pomme, alors. Ah si, on va en parler du cure de pomme. Attends, là, c'est le sommaire. J'allais commencer avec ça, le cure de pomme. Attends. La viande végétale. Bref, on va en parler ensemble. Et puis, on terminera avec Léonidas Kalogeropoulos, parce qu'il a eu la punchline de l'année. Léonidas, vous le savez peut-être, il a fondé un site internet, alors on en pense ce qu'il veut, mais où l'ensemble des entrepreneurs apportent des solutions pour essayer justement, alors c'était à l'époque, peut-être que ça va revenir, essayer d'améliorer la situation sanitaire. Et en gros, il a beaucoup de mal, l'ensemble de ces innovations ont beaucoup de mal à être acceptées, prises en compte par les autorités publiques, qui lui disent « il faut lancer des appels d'offres ». Et Léonidas avait eu cette phrase merveilleuse, « Est-ce qu'on a lancé des appels d'offres pour les taxis de la Marne ?» Donc voilà, on va en reparler ensemble. C'est parti, c'est Bismart et c'est donc l'anniversaire. Et le cure de pomme. Alors on commence avec ça, non, on commence quand même avec donc j'ai mis Still Standing, parce que Alexandra, donc on s'est vu, c'était le 16 juillet dernier, Alexandra Bois-Auboin, qui est PDG de Pomme d'Api, qui vend des chaussures pour enfants. Et donc c'était le 16 juillet dernier. Et à la question, en gros, je ne sais plus comment je te posais la question, mais est-ce que ton entreprise sort à peu près solide de l'ensemble de cette histoire ? Tu as répondu, j'en sais rien. C'est vrai, j'en savais rien et j'en sais pas beaucoup plus aujourd'hui, sauf qu'effectivement, on est toujours là. Et en fait, on s'est aperçu que le confinement de l'année dernière était moins pire que celui qu'on vient d'avoir. Donc, parce que là, en fait... Comment ça, le confinement de l'année dernière était moins pire que celui parce qu'on a pas mal fermé encore aussi cette saison. Ah bah oui, bien sûr. On a eu le mois de novembre, plus la saison d'été. On a réouvert là plus tard. Donc, quelque part, en fait, on enquille un peu les saisons compliquées. Mais on est toujours là, donc toujours hyper positif, etc. Sans aide. En tant que tel, à part le chômage partiel. Mais le chômage partiel, on n'a pu l'utiliser que pour les personnes en boutique, parce que les restes des équipes, il fallait quand même qu'on continue à travailler. Et on n'a eu aucune aide de l'État. Mais comment ça... Alors attends, il faut préciser que tu es une ancienne banquière d'affaires. Oui, non, mais je le suis toujours. Non, tu le redeviens forcément. Oui, mais je continue un petit peu cette activité, oui. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que on rentre pas dans PGE et tout ça quand même. Alors PGE, oui, mais moi, oui. Enfin, ça reste de la dette, il faut que je la rembourse. Moi, c'est toujours ce que je disais l'année dernière. Oui, c'est ce que tu disais l'année dernière. Et oui, mais je la rembourse. Il va falloir que je la rembourse. Donc, je considère que c'est... Enfin, j'ai pas eu de subvention en tant que telle, parce qu'on n'a pas les bonnes cases, parce que comme on n'a pas que des boutiques, qu'on vend aussi à des commerçants, donc on fait ce qu'on appelle du wholesale, j'ai pas zéro de chiffre d'affaires pendant les fermetures, j'en ai un peu, mais j'ai quand même une baisse. Je me suis pris 30 ou 40% de chiffre d'affaires en moins l'année dernière, et ça va être la même punition cette année. Donc, en fait,
c'est vrai que ça reste compliqué parce que les coûts fixes restent là. Ouais. Et quand on n'est pas une grosse entreprise, et puis même d'ailleurs quand on en est une importante, les baisses de 30% de chiffre d'affaires, c'est violent, quoi. Ah, mais je te le confirme. Le chiffre d'affaires qu'on avait l'année dernière, c'était 16 millions d'euros, c'est ça, Alexandra? Ah oui, non, mais... Faut l'oublier, celui-là. Oui, c'était 2019. C'était Là, 2020, on était plutôt à 13 millions et demi. Et là, on va essayer, je ne sais pas si on fera le même, on va essayer de faire un petit peu mieux que l'année dernière. Mais compliqué, quoi. C'est dur. Et pourtant... Alors, ce qu'il y a eu de bien quand même, c'est que tous nos clients, les petites boutiques, les chausseurs pour enfants multimarques qui achètent nos marques, voilà, eux ont été effectivement aidés et ça, c'était super. Donc, ce qui fait que ça a permis que nous, notre chiffre d'affaires sur ce réseau-là... Je ne comprends pas, Alexandra. Je ne comprends pas pourquoi eux, ils sont aidés, pourquoi toi, tu l'es pas. Mais parce que eux, c'est T'es dans un trou dans la raquette, toi. Ah bah oui, oui, mais on a tout essayé. Hein. Franchement, j'ai essayé même les cabinets, les gouvernementaux. J'ai tout essayé. Donc là, je suis sur la région. On essaye encore, hein, parce qu'on va pas... Non, on a toujours une case qui rentre pas. Soit on est trop gros, soit on perd pas plus que 50% de chiffre d'affaires, soit les interdictions, c'était pas complètement... Enfin bref. Et puis, on souffre aussi beaucoup en grands magasins, parce que les grands magasins, ils ont quand même été fermés encore plus longtemps que les boutiques, hein, ça a été. Et puis on n'a pas de clientèle de touristes qui est revenue encore. Donc voilà, il y a toute cette accumulation qui fait que c'est pas encore la fête. Ça va peut-être le redevenir. On ne désespère pas. On ne désespère pas. Mais pour l'instant, on n'est pas encore. Il y a une clientèle touristique pour la chaussure pour enfants. Ah mais oui, non mais Galerie Lafayette Printemps, énormément. Il y a énormément de touristes, tous les Chinois. Oui, mais je les imagine pas acheter des chaussures pour enfants. Il faut voir ce qu'ils ont là-bas, c'est moche. Donc ils sont très contents de venir ici pour les acheter, si. Ça alors. Si. Oui, et puis ils prennent des photos, ils achètent pour d'autres. Non. Tu m'avais fait un vibrant plaidoyer pour la chaussure pour enfants. Oui. J'ai revu ça hier pour repréparer cette interview. Oh, j'étais saisi. Tu disais, mais c'est incroyable, on va dépenser des fortunes pour du lait maternisé et tout, et la chaussure, tout le monde s'en fout. Oui, alors que santé c'est la du clé pied. de tout. Santé du pied, c'est l'avenir. Santé du pied, du dos, de la posture, etc. Tout. Oui. Et donc, effectivement, il y avait le cuir de pomme. Oui, alors... Raconte-moi le cuir de pomme. Oui, je ne dis pas que c'est anecdotique, mais c'est vrai qu'on continue quand même à essayer de faire de l'innovation, malgré tout. Parce que c'est un autre des sujets, d'ailleurs, de s'endetter. C'est bien beau, mais quand on rembourse la dette après, on ne peut plus investir. C'est ça, ça va être aussi nos grandes difficultés. Attends. Bref, Non, on va revenir sur le cuir de pomme après, parce que c'est évidemment l'un des sujets que je voulais voir avec toi, du fait de ta double casquette, banquière, d'affaires. Tu sais ce que c'est qu'une dette, tu sais ce que c'est que diluer son bilan, de l'actionnariat. C'est parti dans tous les sens à un moment, mais je crois que d'ailleurs c'était au moment où on se voyait, le 16 juillet dernier, où il y avait flopé d'idées pour que, globalement, les boîtes n'aient pas à rembourser le PGE. Et donc, on allait transformer ça en fonds propres et ceci et cela, etc. À l'arrivée... pour l'instant, je ne sais pas si ça transforme... Peut-être qu'un jour, ce sera transformé en fonds propres, mais moi, pour l'instant, j'ai toujours un plan de remboursement de mon PGE. Alors, je l'ai peut-être décalé d'un an, mais tu commenceras quand à le rembourser? L'année prochaine, en avril prochain. Et tu ne peux pas reculer encore un peu l'échéance? Peut-être, mais... Voilà, ça reste de la dette à rembourser. Moi, quand j'ai des dettes, j'avais déjà des dettes à moyen terme, des dettes avec des banquiers. J'honore mes dettes comme je peux tous les ans et c'est ma priorité, c'est de rembourser mes dettes. On ne peut pas être surendetté non plus. Et de toute manière, et c'est effectivement mon sujet, c'est de dire très bien la dette et merci, parce que c'est vrai que les PGE, on en avait besoin. Donc, le chômage partiel, tout ça, on a eu quand même... Voilà, il y a eu quand même, l'État a quand même fait beaucoup de choses, mais n'oublions pas que moi, à la fin de l'année, cette année, si je dégage un peu de cash, j'ai dit si, de toute manière, ça va être pour les banquiers, en priorité. Donc, tout ce qui est dépenses d'investissement dont on a toujours besoin dans une entreprise pour se développer, je ne sais pas, si je veux continuer à aller à l'international, si je veux intensifier Internet, c'est quand même énormément d'investissements, etc., forcément, on va être bloqué. On va être bloqué à un moment ou à un autre. Enfin, on ne peut pas faire les deux. Mais... Voilà, c'est la situation aujourd'hui. J'espère que peut-être que... Mais et en discutant avec le banquier, justement... Il faudrait que je décrive ton regard, le mot « discuter avec le banquier » et le regard d'Alexandra, c'est « mais sur quelle planète tu vis, toi, mon ami ?» C'est surtout que généralement, il y en a pas sur la même. Mais c'est vrai, il n'y en a pas qu'un des banquiers. Généralement, il y a des tours de table. Moi, j'en ai moins 5 des banquiers. Et puis les banquiers, le retail, aujourd'hui, je pense qu'il y a des écrans rouges qui explosent
quand ils appuient sur le bouton. Mais justement, tu as un actif formidable dont on va parler, la chaussure pour enfants, le cuir de pomme, etc. et tout. Oui, et mais donc, et tu vas y trouver de nouveaux canaux de distribution. C'est ça le sujet aujourd'hui. On est bien d'accord, mais on fait quand même des paris sur l'avenir. C'est bien beau l'actif, mais l'actif, il faut que ce soit rentable et que ça rapporte de l'argent. Certes. À un moment. Donc c'est bien beau de dire on a des marques, on a de l'actif, on a des boutiques, on a tout ça, mais à un moment, il faut que ça rapporte. Et donc c'est vrai que tout investisseur ou tout banquier, quand il voit qu'on ferme des boutiques et qu'il n'y a plus de rentrée sur votre réseau de boutiques pendant 2 mois et que vous faites des pertes, forcément, c'est normal qu'ils soient frileux aussi. On ne va pas leur reprocher. Je les comprends, mes banquiers. Hein. Et au demeurant, d'ailleurs, je ne veux pas me fâcher avec eux. Tout va bien. Merci beaucoup, les banquiers, de nous avoir déjà donné un PGE. On est hyper contents. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même avoir conscience que globalement, la dette... aujourd'hui, ça se rembourse et du coup, si on s'en sort et qu'on arrive à continuer, la priorité sera de la rembourser et ce ne sera pas l'investissement. Et je pense que pour nous, ce sera un des sujets. Donc pour l'instant, on a de toute manière toujours voulu préserver les marques, c'est-à-dire qu'on a continué à garder de l'innovation, ce qui est déjà de l'investissement. Hein. Donc on a nos investissements. Nous, le plus important, c'est le produit. Donc l'innovation, on garde. Le bureau d'études, on garde. Tu arrives à mettre quel pourcentage de ton chiffre d'affaires, justement, dans l'innovation? Dans le produit, je mets 1 million d'euros par an, c'est-à-dire en recherche, en prototype. Que tu fasses 16 ou 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le bureau d'études, oui. De toute manière, c'est la priorité. Et après, c'est aussi acheter les bonnes matières. Parce qu'effectivement, moi, je pourrais trouver du profit très vite en leurrant un peu le consommateur et en changeant les matières, en mettant plus de caoutchouc dans mes semelles, mais en mettant du plastique ou des choses comme ça. Je pourrais diviser mes coûts, mais ça a toujours été niette. Nous, on a toujours, on est resté droit dans nos bottes. On continue à faire de la qualité. C'est le cas de le dire. Droit dans nos bottes. Ah, c'était pas mal. Ah, dis donc. Et alors là, tu l'utilises pas. C'est venu comme ça. Mais en même temps, moi, je vends pas de bottes en caoutchouc. Mais ceci, je vends c'est quoi la différence entre le plastique et le caoutchouc? C'est-à-dire que le plastique, la semelle en caoutchouc, elle est 3 fois plus chère. Il faut être très clair. Une semelle en caoutchouc. Et simplement, le plastique, quand il y a des différences de température chaud-froid, ça a tendance à se casser. C'est pour ça que les semelles sont bien moins résistantes. Moi, une semelle pomme d'api, vous pouvez la porter toute une saison. Vos enfants, ils peuvent jouer au foot, faire ce qu'ils veulent. Oui, mais ils grandissent, ça sert à rien. Oui. Et alors, ils grandissent justement, ils vont avoir mal au dos s'ils sont mal chaussés, parce qu'ils vont grandir. Ouais. Donc non, il faut quand même bien les chausser. Et même vous, pour nous, je considère qu'adultes, d'abord, on change quand même plutôt souvent de chaussures, en tout cas les femmes. Je ne sais pas les hommes, peut-être un peu moins, mais on mérite d'être bien chaussé. Enfin, je n'en supporte pas d'être mal chaussé. Mais je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est la réaction de beaucoup de consommateurs. Mais ceci dit, les chaussures pour enfants, elles sont au moins 2 fois moins chères que des chaussures pour adultes. Il faut être très clair, à qualité comparable, hein, parce qu'on sait qu'on est dans l'enfant et qu'on a des prix psychologiques. Mais voilà, il y a un moment, on peut pas aller en dessous. Et sur les gammes d'âge que tu adresses, c'est quoi les... Alors, en fait, on raisonne plutôt en pointure, c'est-à-dire qu'on va de la naissance jusqu'aux 40. Donc, on peut chausser des mamans aussi. D'ailleurs, on a des mamans. Ça va jusqu'aux 40. Oui, ça va jusqu'aux 40. Ah oui, ça fait de très très grands enfants. Ça fait de très très grands enfants. Ça fait même des mamans. Oui, je trouve voilà, que c'est sympa parce qu'elles ont une qualité. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'on va être vraiment spécialisé en premier pas. On a cette renommée qui fait que dans les premiers pas. Bon. Puis après, vous voyez, un petit garçon de 8 à 10 ans, il est en. Je ne peux même plus prononcer le mot. Il est en basket. De cette marque incroyable qui les vend une fortune. Et là, ça dérange personne de les payer 2 fois plus cher que des pommes d'api, hein, ces fameuses baskets. Mais voilà, c'est comme ça. Mais parce que c'est lui qui veut les mettre. Mais c'est lui qui veut les mettre. Oui. Non, mais je respecte. Hein. Ils sont hyper forts en marketing, mais ça marche. Voilà, c'est comme ça. Et oui, c'est ça. Et eux aussi, c'était concurrents, en fait. Ah bah oui. On n'imagine pas le truc comme clair. ça. Et voilà, c'est ça. C'est clair. Ta zone de concurrence, elle est très très large. En fait, elle est très large. Ah bah oui, parce que ça, en termes de marque de chaussures françaises en cuir normal entre guillemets, il y a plus beaucoup de concurrence. Ça, on est dans et donc dans les derniers. Cette histoire de, alors je comprends que alors ça c'est important et c'est ce dont on va parler d'ailleurs pendant cette émission. C'est-à-dire ce pourquoi tu es entrepreneuse. D'ailleurs entrepreneuse, ça va, ou entrepreneur avec un e à la fin. Enfin bref, peu importe. Oui. Ce pourquoi tu es entrepris. Voilà. Oui. Perdons pas de temps avec cette histoire. Ce pourquoi tu es entrepris, parce que d'ailleurs je me souviens de l'histoire. Tu es banquière d'affaires, tu travailles en fait sur le dossier pomme d'api. Et tu trouves ça génial et tu rachètes la boîte, oui, quoi. Hein, oui. C'est ça l'histoire. Donc c'est pour faire des choses, bien. C'est pas pour gagner de l'argent qui t'amènerait justement à un moment à faire un switch en disant j'y arrive pas, la concurrence est trop forte et il faut qu'on aille sur un terrain qui va être un terrain moins noble. Au départ du projet, quand même, investir dans une entreprise, c'est aussi peut-être se dire qu'on va gagner de l'argent un jour.
Ça, c'est mieux pour un actionnaire. Après, effectivement, l'idée... C'est important ce que tu dis là, Alexandra. C'est la première des motivations pour toi. Non, c'est pas la première. Moi, je respecte ça. Non. Et je pense qu'il y en avait plusieurs. Par rapport à mon ancien métier, que je continue quand même toujours à faire, c'était de me dire, pour bien conseiller des dirigeants, parce que c'est ce que je fais normalement, enfin j'ai fait ça depuis 30 ans, pour bien conseiller des dirigeants, il faut savoir ce que c'est qu'une entreprise. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer et me lancer un peu au cœur d'un sujet d'entreprise. Ensuite, effectivement, c'est une jolie marque, il faut qu'on continue à aider ces marques. Voilà, en France, on a plein de talents et notre savoir-faire français, il faut le préserver. Ça, c'était la seconde raison. Et forcément, la troisième raison, c'est quand on va voir des actionnaires, enfin des personnes, en leur proposant d'entrer dans un tour de table, on va quand même espérer avoir une plus-value parce qu'on va faire de la croissance, parce qu'on va faire des résultats, et puis parce qu'un jour, voilà. Je précise ma question. Et à la limite, tu vois, tu disais, oh, mais c'est trop long l'interview. Non, on arrive au bout, là, on pourrait même continuer. Je vais le dire un peu brutalement, je trouve pas d'autre façon de le dire. Tu mourras avec tes idées. C'est-à-dire, si ce que tu viens de décrire, faire une chaussure au maximum made in France, avec les matières qu'il faut pour respecter les enfants, on n'y arrive pas. Parce que, voilà, les situations de concurrence est telle qu'on n'y arrive pas. Tu diras, bon, tant pis, c'est la fin de Pomme d'Api, en tout cas, c'est plus mon histoire, je fais autre chose. Ou tu feras ce switch qui permettra peut-être de sauver la marque. Je pense que je vais faire différemment, et je ne sais pas quand d'ailleurs. En fait, moi, je crois beaucoup, les entreprises, c'est un peu comme les maisons de famille. Ça reste un certain temps dans les mains de quelqu'un ou d'un groupe d'actionnaires, et après, ça se transmet. Et si je trouve le bon groupe, une autre société qui pourra reprendre le flambeau et apporter d'autres choses, je le ferai bien volontiers. Et je n'ai pas de timing pour ça. Mais toujours avec les mêmes idées. Toujours en respectant ce que tu viens de décrire. Toujours avec les mêmes valeurs. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais non, sinon, oui, effectivement, j'aurais pas de sens. Si cette marque, elle est revendue à je ne sais pas qui et que dans 3 ans, le produit, c'est une catastrophe, alors là, ça sera vraiment l'échec. Donc... Mais ce n'est pas le sujet du jour du tout. Non, mais on a bien compris, mais ça m'intéresse. Le sujet, c'est voilà, ça fait 1 an, c'est l'entrepreneuriat, c'est les valeurs que nous-mêmes, on essaye de... Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. C'est une grande réflexion. Les jeunes générations, comme on dit, mais bon, voilà, nous poussent à cette réflexion. C'est vache de dire les jeunes, parce que j'ai pas l'impression d'être concernée là. Oui, enfin... Non, mais c'est pas grave. Non, mais il nous pousse à cette réflexion. Mais bien sûr, mais de donner du sens dans ce qu'on fait, de donner du sens. Il y a la finance d'un côté, et effectivement, quand ils vont travailler tous les jours, ils ont envie d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Mais c'est bien. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est pour ça que je vous écoute avec un infini respect. Oui, mais c'est comme ça qu'on a de l'énergie. C'est où savoir placer son énergie, en fait, quand on va travailler. Et dans quel projet. Parce que le travail, c'est de l'énergie. C'est juste... et les projets, c'est juste ça. Donc, le 16 juillet dernier... Tu me disais, j'en sais rien. Est-ce qu'on sera encore là l'année prochaine? J'en sais rien. Et donc, comme j'espère qu'on se reverra l'année prochaine, oui, Alexandra, alors après... tu me dis là, est-ce qu'on se reverra l'année prochaine? Oui, parce moi, que je serai là l'année prochaine, je crois encore. Mais toi? Je serai là aussi l'année prochaine. Super. Bon, voilà. Malgré les vagues et malgré voilà et malgré tout. Et malgré la prochaine crise, bouge pas. Alexandra Bois-Auboin, donc la PDG de Pomme d'Api, était notre invitée sur Bismart. On repart, les amis, on repart alors avec un autre des personnages de l'entrepreneuriat que j'adore, Nicolas Gaume. Bonjour Nicolas, c'est notre anniversaire, tu sais. Bon anniversaire, absolument. Voilà, je suis très heureux d'être là pour l'anniversaire. Pour l'anniversaire. Toi qui as lancé ta première boîte, t'avais quel âge, Nicolas, quand t'as... Un peu moins de 19 ans. Eh ben voilà, c'est ça, tu vois. Ciao, quelle histoire. Bon, maintenant, alors j'ai mis entrepreneur de l'espace, parce que c'est pour ça que je suis ravi que tu sois là. J'ai l'impression que c'est sérieusement un nouveau champ d'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment maintenant en Europe que ça commence à se matérialiser, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que ce secteur se développe, avec beaucoup de gens qui viennent de la tech, du numérique. Mais on est bien d'accord, ce qui m'intéresse, c'est qu'il ne s'agit pas de fusée, il ne s'agit pas de satellite, c'est pas l'univers de Thales, c'est pas l'univers d'Elon Musk. Non, c'est vraiment tout ce qui va autour de l'espace et de la passion, en fait, pour l'espace. C'est ça qui est aujourd'hui... Et des opportunités. En fait, ouais, voilà, c'est ça. Ce qui se passe, c'est qu'il y a une infrastructure qui a été vraiment rafraîchie par les Elon Musk, à laquelle, malgré tout, Thales et Airbus contribuent. Bien sûr. Et sur cette infrastructure prospère une flamme entrepreneuriale qui est celle qu'on a connue avec le web, la tech, quand Internet s'est libéralisé, que les forfaits de communication sont devenus moins chers. Eh bien, tout ce qui va autour, au-dessus et au-delà se construit. Voilà, c'est ça. Autour, au-dessus et au-delà. Parce qu'on est bien d'accord. Alors, et oui, Elon Musk l'a fait, mais bon, est-il vraiment
est-il vraiment de notre galaxie, justement, celui-là? Il y a quand même des trucs assez incroyables, il faut quand même pas l'enlever. Mais c'est quand même de l'entrepreneuriat un peu hors d'atteinte. Que d'aller construire, j'en sais rien, moi, aujourd'hui, justement, d'aller sur le terrain de Thales, d'Airbus, de Tesla, de la NASA, de Arianespace, etc. Ça l'est, il y a quand même des entreprises qui se lancent dans la construction de véhicules en Europe. Là, j'étais ce matin avec Daniel Metzer, le patron de Isar Aerospace, qui est une start-up allemande qui a levé 75 millions il n'y a pas très longtemps, qui construit des fusées. Donc, c'est quand même aussi des choses qui se font. Raconte-moi ça, Isar Aerospace. Voilà, une entreprise allemande, un jeune ingénieur qui se lance dans la construction de fusées. Donc et de fusées pour lancer des satellites? Absolument. Et là, il y a une fusée légère pour lancer ces nouveaux nanosatellites qui vont être mais pas seulement, non, ça peut être des charges assez importantes. Ils ont un contrat avec Airbus, ils travaillent avec l'Agence spatiale européenne, donc il y a des choses. Et c'est quoi? C'est un effondrement des coûts de production, par exemple, qui permettent à un entrepreneur... Il y a objectivement un investissement public, parce que là, sur le coup, les États-Unis et la Chine sont aujourd'hui dans une course qu'on a connue avant entre la Russie et les États-Unis pour la conquête de la Lune et de Mars. Donc il y a des sommes assez titanesques qui s'investissent aux États-Unis et en Chine. Là, c'est le seul projet bipartisan qui a été voté, qui est le budget de la NASA, qui est, je n'ai pas le chiffre en tête là, mais il est pharaonique. La Chine, on dit qu'elles ont entre 5 et 6% du PNB qui est envoyé, qui a investi dans le programme chinois. Donc il y a tout ça. Après, in fine, effectivement, l'infrastructure se construit, elle se stabilise et les usages prospèrent. Il y a aussi une grande culture américaine du partenariat public-privé avec objectivement, c'est ce qu'a aussi fait Elon Musk, un appel d'air aux entreprises commerciales. Et je pense que l'Europe est en train de prendre le pli. Plus tard, mais elle le prend vérisant. Alors, est-ce que c'est ça le sujet d'ailleurs, après, rassure-toi Nicolas, on va parler d'Orbit, mais d'ailleurs, c'est basé à Seattle, mais on dit Orbit. Ah oui, c'est une entreprise française basée aux États-Unis. Non, c'est vraiment une entreprise française. Ce qui voudrait rien dire d'ailleurs. Non, pas grand-chose. Mais mais est-ce que le sujet, c'est pas que les États se rendent compte quand même de leur lourdeur et sur cette accélération dingue aujourd'hui de la course à l'espace? Ils ont besoin de l'entrepreneuriat privé? Moi, après, je crois qu'on partage cette vision du monde, mais je crois qu'il y a toujours une intelligence. Les plus grands succès, c'est quand la puissance publique et l'intérêt général rencontrent l'initiative entrepreneuriale privée. Voilà. Clairement, c'est vrai que la commande militaire, la commande souveraine a fait beaucoup du spatial et continue à faire énormément du spatial. Mais effectivement, le numérique a déjà développé énormément d'usages qui sont liés à la télécommunication tout azimut, donc les télécoms, les satellites, nanosatellites, etc. Tout le big data, l'analyse d'images fait aussi qu'il y a énormément d'opportunités qui se créent. Donc tout ça, plus le numérique se développe, plus on a besoin de cette infrastructure. Et puis le rêve de l'espace, on est tous aussi des geeks, on a tous rêvé devant, je crois vraiment, la pop culture a fait qu'aujourd'hui il y a une génération de quadragénaires, de quinquagénaires qui ont grandi dans cet environnement et qui se disent pourquoi pas y aller maintenant. Et j'en fais partie, je le revendique, et on fait des choses aujourd'hui qui effectivement pensaient être totalement science-fictionnesques. Et pour revenir à ta question... Tu crois que tu iras dans l'espace? Je pense que j'irai dans l'espace, je pense que mes enfants iront dans l'espace, effectivement. Ouais. Non, mais tes enfants, mais toi, tu iras dans l'espace. Disons que je suis un peu plus proche de ceux qui pourraient m'y emmener, donc j'ai un peu plus de chances d'y aller. Ça coûte très cher, néanmoins, encore. Mais oui, ça coûte très cher. Alors, justement, parlons d'Orbit, parce que là où je trouve très intéressant ce qu'on vient de se dire, c'est que tu joues quand même... Alors, on va voir, tu nous as apporté un petit film. Donc, en gros, ce que tu vends, ce sont des vols qui sont... Alors, voilà. Tu joues quand même énormément, tu vends des vols, alors ça s'appelle Suborbito, c'est ça Suborbito et Orbito. En fait, Orbit, c'est une entreprise qui se veut l'entrée dans ce monde spatial. On est l'année 1 du tourisme. Aujourd'hui, cette année, on a Richard Branson qui va voler en suborbital avec Virgin Galactic, l'entreprise qu'il développe depuis quelques années. Jeff Bezos va faire la même chose. Et il y a le premier vol orbital entièrement privé, SpaceX, avec 4 passagers qui part à l'automne. Donc on est vraiment l'année 1 du tourisme spatial. Alors ça veut dire quoi, suborbital? Donc suborbital, c'est une centaine de kilomètres. D'accord. Grosso modo, si tu situes, parce qu'on perd un peu les notions, mais en gros, l'Himalaya, donc un peu moins de 9 kilomètres. Les avions, 10 à 11. 100 km, c'est le début de l'espace. La station orbitale internationale, c'est 450 km. Ensuite, on passe la limite du champ électromagnétique terrestre, on rentre dans l'espace, puis la Lune, puis voilà. Donc, on est à 100 km pour les vols suborbitaux. Blue Origin, Virgin Galactic, c'est des vols cette année qui vont pouvoir se faire. Alors, Blue Origin a mis le billet en vente aux enchères et il est arrivé à un chiffre pharaonique de 28 millions de dollars, mais Virgin vendait ses billets 250 000. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire pour 28 millions de dollars? Ils vont aller passer quelques minutes dans l'espace. Alors, c'est dingue, mais Virgin Galactic a 600... Donc il va monter, il va redescendre, on est d'accord. Donc il y a 600 personnes qui ont payé
l'équivalent à peu près $250 000 chacun pour aller dans l'espace. Et il y a 8000 personnes qui sont inscrites pour pouvoir y aller et réserver un ticket. Et c'est des choses qui continuent à se développer. Et pour prendre une photo. Prendre une photo, Ça va être la photo la plus chère du monde. Vive l'impesanteur. Et c'est le début, parce qu'in fine, les vols s'allongeront et on pourra aller de plus en plus loin. Bon. Et alors après, il y a effectivement ce que SpaceX propose. Enfin, juste, pour faire un tour de la Terre, on n'en est pas encore là. C'est-à-dire, alors sur ces deux sociétés, non, mais SpaceX, oui. C'est-à-dire que la mission qui s'appelle Inspiration 4, qui partira à l'automne, c'est 4 personnes, $55 millions le billet, qui vont effectivement, eux, faire des tours de la Terre. Et alors après, il y a encore mieux. Il y a la société Axiom, qui est une société privée américaine également, qui va proposer une semaine sur la station orbitale internationale au début de l'année prochaine. Donc, dans les 12 mois qui viennent, le tourisme spatial devient une réalité accessible à des gens fortunés, mais accessible. Et on peut imaginer que le prix va baisser. À des gens très très fortunés quand même. Et alors toi, c'est marrant, tu as la bonne idée. Est-ce que d'une certaine manière, c'est vendre les pelles et les pioches, tu sais, de ce qu'on dit de la ruée vers l'or? Alors c'est un peu... oui, non, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand... Moi j'ai un projet, celui qui me passionne, qui est Space Cargo Unlimited, qui est une entreprise qui veut développer ce qu'on appelle le in-space manufacturing, c'est-à-dire que l'ambition qu'on a avec Space Cargo, c'est fabriquer dans l'espace des produits à très haute valeur ajoutée terrestre, parce que l'impesanteur permet de développer des techniques dans le domaine des sciences de la vie, de l'agriculture, ce que l'on fait, et dans les nouveaux matériaux assez remarquables, et je crois que c'est le futur de l'industrie. Je ne suis pas venu pour parler de ça. Si je veux parler d'orbite, oui, on va parler des deux. Faut dire un mot. Non, mais faut dire un mot là-dessus. C'est au nom de ce Space Cargo Unlimited que tu as envoyé, par exemple, des sarments de vigne, des bouteilles. Du Bordelais, du Bordeaux, voilà. Pour voir comment ça se développait. Alors en fait, on va capter quelque chose de passionnant. C'est la gravité. Alors si je peux parler 2 minutes de ça. Mais allons-y, on a le temps, Nicolas. L'absence de gravité, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Depuis que la vie existe sur Terre, 4,5 milliards d'années, tous les paramètres de la vie ont bougé. La température, la pression, l'humidité, la luminosité. Sauf la gravité. Et l'évolution de la vie s'est toujours fait avec cette constante, qui est devenue de facto, et on ne s'en rend pas compte parce qu'elle est partout pareille, la colonne vertébrale de la vie. Quand on enlève la gravité, on crée un stress qui est absolument considérable, et c'est ça qu'on va capter pour faire évoluer naturellement, c'est ça qui est fascinant, des végétaux. La problématique que l'on traite spécifiquement sur cette première mission, c'est celles qui sont liées au réchauffement climatique. Aujourd'hui, faire du vin à Bordeaux, c'est et dans le monde, c'est de plus en plus difficile. Un vin de Bordeaux dans les années 70, 11 à 12 degrés d'alcool. Aujourd'hui, 13 à 14. Demain, est-ce qu'on pourra toujours en faire? Donc, il faut replanter des vignes plus résistantes, plus adaptées. En même temps, il y a une demande d'une agriculture moins chimique. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des plantes bio plus adaptées à ces changements? Eh bien, l'espace est une solution parce que le stress que va vivre cette plante au moment où on l'amène, c'est-à-dire que c'est un stade de développement très précis, face à ce stress, elle va gagner des caractéristiques, et je peux expliquer précisément lesquelles, pour pouvoir, in fine, avoir une plante plus résistante au changement climatique. Je vais expliquer pourquoi. Incroyable. Et on est au début du programme, mais on amène des sarments, alors qu'on a envoyé 320 sarments, qui sont des petits bouts de bois, donc assez résistants, dans un état de 2-3 degrés Celsius avec un petit peu d'eau. On les a exposés à cet environnement, on les a ramenés, on les a replantés. Qu'est-ce qu'on a constaté? D'abord, à l'œil nu, la plante se développe beaucoup plus vite que leurs jumelles terrestres qu'on avait gardées sur Terre dans les mêmes conditions. Et quand on les regarde au niveau cellulaire, et c'est très tôt, donc mon équipe scientifique me tuerait si... ils vont peut-être m'entendre. Donc, je l'espère. C'est un peu raté. Voilà. Mais en gros, la structure cellulaire des plantes spatiales est inverse. C'est-à-dire qu'on a 80% de gros vaisseaux, 20% de petits sur la plante terrestre. On a l'inverse sur la plante spatiale. Et on constate et on a commencé à faire des expérimentations en exposant nos plantes au mildiou, qui est une maladie difficile à traiter pour les vignes en général. Et on a vu qu'il y avait une résistance supérieure naturellement par cette structure et par d'autres paramètres qu'on est encore en train d'étudier. Donc on va continuer à laisser la vie prospérer. Ces plantes-là, on va les exposer au phylloxéra et à d'autres maladies. On travaille avec un pépiniériste incroyable qui s'appelle Mercier, qui est un des géants et fournisseurs de la plupart des viticulteurs dans le monde. Et on espère, au fur et à mesure des avancées, commercialiser des plantes de vigne naturellement évoluées dans la station. C'est extraordinaire parce que j'avais un peu l'impression, Nicolas, qu'en fait, cette histoire d'espace, ça resterait une histoire de milliardaires qui ne savent plus quoi faire de leur argent. Et tu me dis non, il y a un potentiel de croissance, il faut bien l'appeler comme ça. Et sur ce sujet, il est saine. Je crois. Voilà. Il y a d'autres domaines qui ne sont pas ceux qu'on explore aujourd'hui. Nouveaux matériaux, il y a des alliages que l'on peut faire sans gravité, il y a des produits qui ont été fabriqués, des câbles. Et qui vont résoudre un certain nombre des équations qu'on n'arrive pas à résoudre sur Terre. Dans les sciences de la vie, dans les nouveaux matériaux. Donc ça, c'est l'utilisation des pesticides, des OGM et de toutes ces histoires-là. Donc ça, c'est ce que nous poursuivons avec Space Cargo. C'est vraiment le projet sur lequel je suis pleinement impliqué. Et donc Orbit. Mais à force d'aller visiter des spatioports américains, j'ai été frappé par le paradoxe qui est que
d'un côté, SpaceX, Blue Origin, Virgin, Axiom, ce sont les entreprises phares du spatial américain, misent tout sur le tourisme spatial. En fait, c'est un élément fondamental de leur business model. Et à côté de ça, quand vous allez dans un spatioport américain, c'est un camp militaire. C'est-à-dire que c'est vraiment... c'est pas très... L'infrastructure est assez militaire, donc c'est entouré de petits hôtels pas chers. Pour que les gars s'entraînent, se préparent, résident, sont en quarantaine. C'est militaire, c'est des programmes militaires. Donc, je dis, il y a quand même quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, le début d'Orbit, c'est dire... Alors, je suis fils d'hôtelier-restaurateur, il faut aussi le préciser. Ma famille est propriétaire d'un hôtel qui s'appelle La Corniche, à Pilas-sur-Mer, sur le bassin d'Arcachon. J'ai grandi dans cet hôtel, j'ai fait tous les métiers avec mon père et ma mère, et mon frère et ma sœur. Et donc, voilà, moi, ça m'a choqué de voir un Days Inn, un Best Western, qui sont des bons hôtels entrée de gamme, avec des gens qui vont payer 55 millions de dollars pour aller dans l'espace. Je me suis dit, il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un peu de pognon à leur prendre. Hein. Je ne l'ai pas du tout dit comme ça, Stéphane. Hein. Ouais, c'est pas du tout comme ça que je le vois. Mais, je dis comme ça. Bref, donc on s'est dit, on va construire un lieu unique. Bien sûr. Et j'ai convaincu, avec une équipe, la direction d'un spatioport américain, de construire un lieu unique. On va y construire un hôtel de 50 chambres de luxe, 2 restaurants, un environnement et un centre de formation de très grande échelle. On dévoilera cette année, cet été même précisément, le lieu, et on dévoilera sans doute à la fin de l'été l'équipe de design et d'architecture, et on ouvre en 2024. Donc, effectivement, et avec quand même, cerise sur le gâteau, des expériences d'apesanteur à travers un avion qui monte et qui redescend très fort, c'est ça? L'objectif de cet endroit, c'est d'accueillir un environnement qui se développe, accueillir ces futurs touristes spatiaux et effectivement les préparer. Donc on aura un centre de formation avec une centrifugeuse qui prépare à la simulation à haute gravité. On a un partenariat avec une entreprise qui fait des vols en zéro gravité, qui va effectivement faire tester, c'est ce qu'utilise Thomas Pesquet et les autres, donc le 0G. Et puis des salles de classe. D'ailleurs, dans la petite vidéo qui est passée, là, qu'on pourra peut-être remettre d'ailleurs. Des salles de classe, des formateurs. On a tout un tas d'anciens astronautes. Alors, mais ton public, évidemment, tu le penses plus large que ceux qui, à un moment, vont monter vont dépenser 50 millions de dollars. Évidemment, notre objectif, c'est vraiment de démocratiser cette préparation. On fera des packages à 1 000 €. C'est une sorte de parc d'attractions que tu es en train de faire, Nicolas. Mais si, quand même. Alors, ça dépend comment on définit. Est-ce qu'aller chez Alain Ducasse dans un bon restaurant, c'est aussi parc d'attraction? Si tu vas par là, ça dépend de l'attraction. C'est des activités. C'est du plaisir. Non, mais c'est du plaisir, c'est de la qualité. Ce qu'on veut, c'est faire le meilleur de la formation avec le meilleur de l'expérience hôtelière et de restauration. Et c'est ce mariage-là qui fait la spécificité d'Orbit. C'est le fait qu'on va avoir un lieu unique, avec un centre unique qu'on dévoilera, et je pense que c'est quelque chose qui fera date. Et qui restera. C'est-à-dire que c'est un endroit emblématique dans un endroit emblématique, donc on pense qu'on aura quelque chose de durable. Et on va faire une formation qui sera, encore une fois, le meilleur de ces deux mondes qui ne se parlent pas. On peut faire des formations techniques très pointues, et l'Agence spatiale américaine, l'Agence spatiale européenne font des formations, mais vont s'arrêter à la technique, à la préparation. Nous, on pense qu'il y a des éléments de préparation mentale, de projection, de pourquoi on veut le faire, pourquoi on veut aller là-bas, d'expérience qui va accompagner en coaching, en suivi, tout ce mental, parce que c'est aussi une expérience très, très, très forte. Et c'est ça qu'on va offrir. Et on le fait dès cette année dans des stages qu'on va opérer à partir d'hôtels existants, dont La Corniche, où nous ouvrons la semaine du 23 août un séminaire de 4 jours pour préparer une expérience incroyable. Mot, Nicolas, parce que tu es aussi cadre chez Microsoft. Alors, tu es entrepreneur, donc ça ne s'arrête jamais, ça j'ai compris, ça y est, c'est un truc, je pense moi que c'est un truc génétique. Donc, non, mais sérieusement, c'est pas possible. Il y a des familles d'entrepreneurs. En même temps, on me dit, oui, mais c'est parce qu'ils en entendent parler à table. Quand tu es à table dans une famille d'entrepreneurs, ça ne parle que d'entreprise. Donc forcément, c'est un virus qui te saisit à un moment. Ah, c'est mon cas, je suis arrière-petit-fils d'entrepreneur. Ouais, voilà, ça transmis. Bon. Mais tu as quand même un boulot chez Microsoft. Absolument. Donc, que je fais avec passion et qui me prend du temps. C'est sur le mindset de la grande entreprise. C'est-à-dire, ils te laissent faire ça parce qu'ils savent très bien que il y a des allers-retours, que c'est plus de dynamisme aussi pour l'ensemble de ton boulot de Microsoft, ou tu le fais, c'est un hobby, il n'y a pas de lien entre les deux. Alors, je pense qu'il y a un peu des deux. Enfin, il se trouve que je rentrais chez Microsoft par le biais d'une start-up à laquelle j'étais associé, qui s'est fait racheter. Puis une conversation d'un et une autre. Moi, je lançais avec Emmanuel Chopard, mon associé Space Cargo Unlimited. Et j'ai un des dirigeants de Microsoft qui m'a dit, viens. Moi, je dis, je ne peux pas, je lance cette start-up. Il m'a dit, c'est pas grave, on va pouvoir accommoder et accepter. Donc, ça s'est fait comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Et ensuite, les choses se sont développées ainsi. Après, j'ai fait effectivement 30 ans. Mais eux, ils veulent du dynamisme entrepreneurial au sein de leur organisation. C'est une entreprise, et je crois qu'on a eu l'occasion de le dire, qui vraiment s'est transformée
transformé remarquablement sous le leadership de Satya Nadella. Il y a une culture d'entreprise qui est extraordinaire, qui est puissante, qui se renouvelle. Moi, ça fait 30 ans que je fais du numérique, de la tech, de l'IT, donc c'est un domaine que je connais bien. Et effectivement, j'ai beaucoup de plaisir de le faire à l'échelle de Microsoft. Et effectivement, je serai, je ne sais pas, Iron Man, ce que je ne regrette de ne pas être. Je ferai un entraînement l'été, le week-end, la nuit, intense. Je pense que ça ne serait pas plus exigeant. Et donc, à partir du moment où je fais bien mon boulot chez Microsoft. Donc voilà, ça se passe plutôt bien et je continue à faire cet ensemble. Après, j'ai un associé qui gère Orbit. Donc, c'est pas moi qui suis aux commandes et je m'associe avec une équipe remarquable. Donc, j'ai cette chance. Et c'est tout à fait la même chose. Déléguer, l'une des clés. Truc que j'ai bien appris, ça, en un an. Merci, Nicolas. Nicolas Gaume, notre invité sur Bismart. On repart, les amis. On repart donc avec Guillaume Dubois. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Stéphane. Co-fondateur des Nouveaux Fermiers. C'est ton acolyte cofondateur qui était venu nous voir durant la première année qu'on a passée sur Bismart, qui s'appelle Cédric. Alors, il y a deux choses, Guillaume, pour lesquelles je voulais à nouveau vous retrouver. Mais la première, c'est que je n'ai jamais rencontré une telle hostilité. Je te le dis très franchement. Ouais. Alors en fait, il va revenir d'ailleurs bientôt le fondateur de Feed, qui est aussi dans une manière de transformer l'alimentation, a lui aussi affronté cette hostilité. Oui, jamais affronté une telle hostilité face à des entrepreneurs comme vous. Est-ce que, en gros, j'ai l'impression qu'on voudrait vous interdire de faire ce que vous faites, c'est-à-dire de faire de la viande végétale. Et je ne comprends pas pourquoi il y a cette hostilité autour de l'entreprise, ou plutôt autour de votre activité. Alors d'abord, est-ce que vous la ressentez ? Alors on la ressent, ça dépend en fait des gens. Ce qui se passe, c'est qu'en fait en France, quand on innove sur la nourriture, en fait c'est un sujet super sensible parce qu'on a un patrimoine culinaire, il y a des traditions. Et donc dès qu'on vient toucher, nous ce qu'on fait du coup, juste en 2 mots, c'est viande végétale. Donc ça ressemble à de la viande, mais c'est pas de la viande. Et du coup, le monde de l'élevage voit pas forcément ça d'un bon œil. Néanmoins, quand il y a une critique, on a 10 supporters. Et nous, c'est ça qui nous mais attends, non, mais c'est pas des... À la limite, c'est les seuls qui pourraient rationnellement, effectivement, avoir de l'hostilité vis-à-vis de ce que vous faites. C'est les éleveurs. Mais c'est pas les éleveurs, mon sujet. Moi, je suis assez peu, je dois l'avouer, en contact avec des éleveurs. Non, non. C'est les urbains du quotidien qui hurlent, enfin j'en sais rien moi, au blasphème, enfin ce serait quelque chose qui serait contre nature, vous seriez en train de détruire encore plus la planète, alors qu'on va en parler, globalement c'est l'inverse que vous voulez faire quand même, c'est exactement ça. Guillaume. L'élevage, donc, mais en fait ma question c'était, finalement est-ce qu'à un moment ça ne vous interroge pas sur le fait que, pourquoi est-ce que je vais continuer à me battre, et est-ce qu'il faut vraiment que je continue à entreprendre dans ce domaine-là ? Ah bah justement, en fait, le constat, nous, notre constat était très clair pour la planète. L'élevage, la viande, c'est 15% des émissions de carbone. On arrive à faire 11 fois moins de CO2. Il faut manger moins de viande, c'est un fait. Il faut manger moins de viande. Et les alternatives végétales, c'est un des moyens de manger moins de viande. Et dès qu'on innove, en fait, dès qu'on change quelque chose, ça excite des gens, c'est le changement. Et c'est normal, en fait, on est habitué à des habitudes alimentaires. Nous, il y a beaucoup de gens qui, au début, j'ai une histoire, en fait, qui est intéressante, c'est avec Éric Bouchenoir, meilleur ouvrier de France, ancien bras droit de Robuchon. Représentant de la tradition française, un peu. Quand on est allé le voir, il y a 1 an et demi, quand on est allé le voir, on est allé lui amener nos produits. Il a dit, je veux pas goûter, c'est de la merde. Il a dit, je veux pas goûter, c'est de la merde, ce genre de choses. On a goûté avec monsieur Robuchon il y a 5 ans, quand il était encore vivant, il y a 5 ans, et on avait trouvé ça dégueulasse. Pas les nôtres, ils étaient allés aux États-Unis, ils avaient trouvé ça dégueulasse, ils aimaient pas du tout le principe. Et justement, on a beaucoup insisté, on lui a expliqué pourquoi on faisait ça. Pour l'environnement, l'élevage c'est 15%, etc. La santé, il nous a beaucoup challengé sur il y a quoi dedans. On lui a expliqué, c'est des protéines végétales, c'est des huiles végétales, c'est des épices. Là, on parle des merguez, piment de Cayenne, tout ça. Et en fait, il a goûté, il a vachement aimé. Comme moi. Et il les a mis dans son restaurant. Dassaï, Joël Robuchon. Il les a mis dans son restaurant. Et ça a surpris beaucoup de gens. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent, en fait, qui oui, mais alors, attends, Guillaume, parce que pourquoi à ce moment-là appeler ça de la viande ? Pourquoi est-ce que vous appelez pas ça, à ce moment-là, des préparations de légumes ? Puisque c'est des préparations de légumes. Qui a envie de manger des préparations de légumes ?
c'est de la viande végétale, parce que ça ressemble à de la viande, mais c'est du végétal. Et c'est très clair, en fait, comme appellation. Ça ressemble à de la viande, mais c'est du végétal. C'est de la viande végétale. Et en fait, c'est pour ça qu'on aime bien utiliser ce mot. Steak végétal, ça ressemble à un steak, mais c'est du végétal. Et ça, vous n'avez pas le droit, par exemple, steak végétal, c'est Alors, ça? Si, on a le droit. Et par exemple, merguez, là, vous avez le droit? Merguez? Oui, et pourquoi on a le droit? C'est qu'en fait, il y a une loi qui est passée en France qui vise à interdire ce genre de choses. En France, elle est passée. En Europe, en même temps, il y a une loi qui est passée qui autorise ces appellations. C'est génial. Et donc, ça, et en fait, la France est le seul pays qui a voulu interdire ces appellations, là où tous les autres pays ont accepté. Et donc, aujourd'hui, la loi n'est pas en application. Il y a un décret, il y a la DGCCRF, qui est l'instance qui doit écrire en fait le décret qui va mettre en application la loi. Et ils sont dans une position où ils sont assez embêtés, parce qu'ils ont d'un côté tous les lobbies de la viande qui leur disent faut interdire, et de l'autre côté ils voient ce qui se passe en Europe, ils voient quand même que les protéines végétales c'est l'avenir, les légumineuses c'est l'avenir, c'est le moyen de nourrir les humains jusqu'à 2050 de manière saine, de manière environnementale, et du coup ils voient ça, et on est embêté en fait, et voilà, c'est pour ça que le décret est toujours pas apparu. On ne sait pas quand est-ce qu'il va venir, mais le fait est qu'aujourd'hui, on a le droit d'utiliser ces appellations et c'est pour ça qu'on le fait. C'est passionnant. Et alors, parce que l'autre truc, mais tu as répondu là, c'est que de la chimie. Voilà. C'est que de la chimie, c'est des produits transformés, c'est l'enfer. Non, il y en a plutôt moins qu'ailleurs de la chimie dans ce que vous faites, Guillaume, on est d'accord, hein? Exactement. Si on prend l'exemple de la saucisse, justement, la base, c'est des protéines végétales. Là, c'est des protéines de pois françaises. Le pois, c'est une super protéine, c'est une légumineuse, ça a tous les acides aminés essentiels, c'est plus nutritif que la viande, c'est riche en protéines. Après, là, c'est de l'huile de tournesol, c'est du gras qui est faible en gras saturé. C'est pour ça qu'on met du tournesol, on met aussi du colza, on met aussi de l'olive. Et après, on utilise des épices en fait qui sont des épices qui sont souvent utilisées pour la viande, pour en fait aider notre cerveau à se dire je suis en train de manger de la viande alors qu'on ne mange pas de la viande. Et c'est une manière du coup de diminuer les excès de consommation de viande tout en se faisant très plaisir parce que c'est super bon. C'est pour ça qu'on le fait ça. C'est super bon. Et voilà. Et progressivement, on change notre alimentation. Quand j'avais reçu Cédric, c'était en septembre, je crois. Vous inauguriez votre première usine. Ouais. Dont la localisation était plus ou moins secrète. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est ça. Ouais. Quand même, c'est le signe que vous sentez qu'il y a quelque chose d'un peu tendu toujours autour de cette histoire. Il y a beaucoup de tensions, il y a de la concurrence aussi. Et en fait, nous, on a développé plusieurs brevets. Nos brevets, ça nous permet en fait d'être bon au goût et bon pour la santé, de ne pas choisir entre les deux. Mais la localisation de l'usine, elle est toujours discrète aujourd'hui. Donc, on l'a dit toujours pas. Ouais. Pendant 9 mois encore. Je comprends. En fait, on attend que les brevets soient déposés. Ça prend 18 mois en fait avec c'est plus donc pour protection de la propriété intellectuelle. C'est ça. Que peur d'une, j'en sais rien moi, d'activistes qui viennent. C'est ça. Pour l'instant, on n'a jamais eu d'activistes qui sont venus quelque part. D'accord. Et donc, et c'est la deuxième raison pour laquelle vous êtes là, c'est qu'on est vraiment sur une filière d'innovation naissante qui pourrait être très très importante sur ce qui est une des forces industrielles de notre pays, c'est-à-dire l'industrie agroalimentaire, et que globalement, officiellement, on essaye de vous empêcher de faire ce que vous êtes en train de faire. En fait, la France a un positionnement ambivalent, parce qu'il y a tous les ingrédients en France pour être un champion des alternatives végétales. En France, on a de la légumineuse, on a des pois, on a des fèves, on a du soja aussi, dans le sud, on a du blé, on a du tournesol, on a de la betterave. En fait, c'est tous les ingrédients qu'il faut pour faire des alternatives végétales. Et en fait, si ce n'est pas des acteurs français comme nous ou d'autres, il n'y a pas de problème, qui se développent, ce qui se passe, c'est que c'est des étrangers qui vendent, en tout cas en France. Aujourd'hui, nos deux concurrents majoritaires, ils produisent soit aux États-Unis, soit en République tchèque. Et du coup, en fait, quand il y a un acteur français qui se lance, oui, ça émeut certaines personnes. Mais justement, en fait, on a tous les ingrédients pour faire de la France un des champions. Et c'est normal, en fait, dès que le monde change, en fait, voilà, la viande, tout le monde se rend compte qu'il ne faut pas en manger trop. C'est normal qu'en fait, il y a un peu des réticences au début. Il faut l'expliquer. Mais oui, mais c'est pas normal que un État qui crie industrie sur tous les tons, qui nous parle de relocalisation. Mais relocalisation, c'est bien, mais laissez déjà se localiser les nouvelles industries qui ne font de mal à personne. Enfin, c'est ça qui est incompréhensible pour moi. C'est pour ça que la France est un peu schizophrène, parce que d'un côté, justement, on a énormément de soutien justement via la BPE ou via d'autres institutions pour justement développer les protéines végétales en France, et d'un autre côté, le cadre législatif est extrêmement conservateur. C'est le plus conservateur d'Europe. Et donc, en fait, il y a ces deux tendances complètement contradictoires. Mais voilà, et nous, au jour le jour... Et toi, ta conviction, Guillaume, c'est si tu avais mis... Donc là, j'ai les 4 merguez. Si tu avais mis préparation végétale,
tu les vends pas. Vous préférez acheter des préparations végétales ou des merguez végétales? J'en sais rien. Moi, c'est à l'entrepreneur que je pose la question. Voilà. Moi, j'ai posé la question à des consommateurs et 9 fois sur 10, on nous dit bah oui, il faut mettre merguez végétale. Parce que qu'est-ce que c'est? C'est une merguez végétale. Ça ressemble à une merguez, mais c'est végétal. Ouais, c'est une merguez végétale. Et steak végétal, c'est pareil. Aiguillette végétale, c'est pareil. Et justement, on donne de la transparence. C'est pour ça qu'en fait, en dessous, on montre les ingrédients. On voit bien que c'est pas de la viande. Enfin, il faut vraiment être. Enfin, on voit bien que c'est pas de la viande. Je n'ai pas dit, mais on a compris. Ouais, tout à fait. Et justement, tout à fait. Pour nous, c'est extrêmement. Et le Nutri-Score A. Voilà, il est là. Celui-là, c'est pas vous qui le décidez. C'est sur une saucisse. Non, c'est pas nous qui le décidons. Voilà, c'est sur une saucisse. On est vert sur Yuka de la même manière. Et en fait, on peut faire des produits très sains de cette manière-là. Et il y a les bases en fait de la nutrition à respecter. Il faut mettre des protéines. On peut mettre du gras, mais pas du gras saturé. C'est celui qu'on ne dépense pas, etc. Pas d'additifs. Guillaume, alors il nous reste une grosse minute en termes de développement. Alors parce que moi je voulais parler de ça, mais derrière on vous trouve, enfin la grande distribution, elle joue le jeu ou elle joue pas le jeu? Elle en est où Elle joue complètement le jeu. Là, on est en train de se développer massivement dans toute la France. On est en train d'arriver dans les Leclerc. On arrive dans les Leclerc dans le sud. On vient d'arriver à Franprix à Paris. On est dans les Carrefour toujours, chez Monoprix, chez Géant Casino. On est dans 300 restaurants. Et donc, en septembre, c'était 350 points de vente, 10 tonnes par jour. Oui, bah c'est le double. C'est 20 tonnes par jour aujourd'hui. Et plus de 600 points de vente alors. Voilà, on est à plus de 600 points de vente. Exactement. Et sur le tonnage, tu veux pas le dire? Ouais, on communique pas trop. Tu veux pas le dire? D'accord, tu veux pas le dire. Mais c'est toujours pour des problèmes de concurrence, c'est ça? C'est parce que... oui, là, la raison pour laquelle on divulgue pas l'usine, c'est pour des problèmes de concurrence. Ouais. C'est pour les brevets. Et le tonnage, c'est pareil? Le tonnage, c'est pareil. En fait, toutes les choses un peu techniques. Nous, on a des brevets, on a mis 2 ans à développer ces brevets. Ça nous donne un avantage concurrentiel. Et donc, pour le coup, on a envie de protéger ces brevets. Et dans votre idée d'entrepreneur, vous allez pouvoir, parce qu'on est sur de l'industrie agroalimentaire, à un moment, c'est de très lourds investissements. À un moment, c'est des industriels qui vous feront confiance ou pas, etc. Et tout. Vous continuez la route tout seul ou vous vous adossez à un géant de l'alimentation qui pourrait être intéressé par ce que vous faites? Non, justement. Pour l'instant, on continue la route tout seul. En fait, ça nous donne énormément d'agilité. Ouais. On développe très rapidement des produits. Là, les saucisses, il y a 600 versions de saucisses avant cette version-là. On a fait ça en 7 mois. Génial. Et donc, beaucoup d'agilité. Et ça, c'est important. Et aussi, on est très présent en fait sur les réseaux sociaux parce que c'est là où en fait on construit une communauté. Et il y a quand même énormément de gens qui nous soutiennent, qui nous envoient des petits messages, qui disent j'ai goûté, c'est super bon. J'ai fait goûter à mon beau-père qui était un gros viandard et maintenant, il en mange à midi. Et c'est comme ça que ça se développe. Bravo Guillaume. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Voilà, ouais. Donc Guillaume Dubois, cofondateur des Nouveaux Fermiers, notre invité sur Bismart. Allez, on termine les amis, on termine avec Léonidas Kalogiropoulos. Bonjour Léonidas. J'ai mis les entrepreneurs avant tout, point d'exclamation. C'est ton cri. Ça voilà. Très bien. C'est ton cri. Léonidas, donc je le disais en sommaire, c'est la punchline de l'année. Je suis très honoré. Est-ce qu'on a lancé un appel d'offres pour les taxis de la Marne? Voilà. Ouais, et tu étais furieux, mais vraiment furieux quand on te revoit. Dans les tripes, oui. Que l'État ne fasse pas confiance aux entrepreneurs qui arrivent avec des solutions. Alors là, on espère qu'elle est derrière nous, cette crise du Covid, mais qu'on mette tant de temps à faire confiance aux entrepreneurs. C'est ça, en fait, le truc. Alors, c'est une vraie difficulté, et peut-être juste pour positiver la punchline, l'intérêt général n'est pas un monopole d'État. Voilà. La nation, ce sont plein de citoyens, entrepreneurs qui disent tiens, il y a un problème. Et qu'est-ce que c'est un entrepreneur? C'est quelqu'un qui se dit je prends le problème et j'en fais mon affaire, je le prends en main et je vais trouver la solution. Les entrepreneurs, c'est des inventeurs de solutions et bien entendu, on peut être entrepreneur dans des choses très banales, mais il y a tous les sujets d'intérêt général pour lesquels les citoyens ont envie d'être pleinement citoyens, pleinement entreprenants. Et il faut que l'État se rende compte qu'il y a l'État, il y a la nation, et qu'il ne peut pas être sourd à ce que la nation veut faire pour l'intérêt général. D'ailleurs, c'est la grande chance de notre État d'avoir une nation aussi extraordinaire à ses côtés. Oui, c'est ça, parce que oui, il lui faut une sacrée force de conviction. Regarde le gamin qui était là à ta place. Donc, les nouveaux fermiers, ils font des merguez végétales. Extraordinaire. En fait, s'ils suivaient la législation française, il n'aurait pas le droit de les appeler merguez. Et lui, sa conviction, c'est qu'à partir du moment où ça ne s'appelle pas merguez, on aura beaucoup de mal à les vendre. Heureusement,
la législation européenne leur permet de le faire. Mais tu te rends compte de cette histoire? Ils sont en train de faire une filière industrielle, agroalimentaire, qui utilise toutes les forces de notre industrie agroalimentaire, l'ensemble des protéines végétales. On en a presque trop, on a raconté la crise de la betterave, le blé, bref, on a tout ce qu'il faut. Et l'État dit: ah non, vous n'avez pas le droit d'appeler ça steak végétal ou merguez végétal. C'est très Bon Dieu! Non mais Stéphane, c'est fascinant parce qu'on est à la croisée des chemins. On est au moment où les choses vont basculer, parce qu'elles ne peuvent pas ne pas basculer, parce que l'État lui-même le dit à huis clos. J'ai un texte, je suis obligé de l'appliquer, mais aidez-moi, moi-même, État, à en sortir. Toi, c'est sans arrêt ce que tu entends dans ton Sans activité de lobbying. C'est sans arrêt, et il faut savoir que j'ai accompagné mes résolveurs de problèmes Absolument. Covid. Ils sont désormais une 60aine sur cette plateforme qu'on a créée il y a 3 mois, Entrepreneurs pour la République. Et ensemble, on est en train de faire tomber toutes les barrières, ensemble. Et tous les responsables de cabinets ministériels qu'on rencontre, évidemment, on va vous aider. C'est pas simple, ne nous demandez pas ça en 24 heures, mais on va y arriver, et on va y arriver. On va y arriver, et on va arriver à les aider également. Et qu'est-ce que nous faisons ensemble avec nos entrepreneurs? De temps en temps, on va chercher la loi européenne qui nous libère de la loi française. Par moment, on va chercher la loi française qui nous libère de la loi européenne. Et on apprend à jongler, parce que, en définitive, on va bien entendu y arriver. Ouais. Alors, c'est Mais un que travail de d'énergie titan. gaspillée. Que bon d'énergie Dieu. gaspillée, mais on est en train, je pense, d'apprendre ensemble qu'on ne va pas y arriver si on n'a pas conscience que lorsqu'il n'y a aucun contrôle étatique, ça donne des abus comme ceux de Google, des Évidemment. choses, voilà. Et quand il n'y a que du contrôle, ça bloque des initiatives comme celles que Tu l'on sais, a. c'est Donc c'est ce juste équilibre, et on l'avait dit, je crois, ensemble, la loi inutile pénalise la loi nécessaire, et l'État inutile pénalise l'État nécessaire. c'est de qui ça? La loi inutile qui affaiblit la loi nécessaire, c'est de Tocqueville. Voilà. Et bien entendu, ça se dit également avec beaucoup de légitimité et de démonstration pour les administrations inutiles, pour l'État inutile, pour les contrôles inutiles qui bien entendu, affaiblissent les administrations nécessaires, l'État nécessaire et les contrôles nécessaires. C'est la merveilleuse image qu'utilise Jean-Marc Daniel sur l'expression usine à gaz. L'État crée des usines à gaz, il en crée tellement que ça devient une zone industrielle, et il se perd lui-même dans sa propre zone industrielle, et on est tous perdus dans cette zone industrielle. Oui, mais il a besoin... il a besoin de toi, parce que les entrepreneurs... Il dit, aidez-nous. Ouais, c'est ça. Alors, aidez-nous, et alors, finalement, on y arrive, on arrive à aider, on arrive à trouver des solutions, et je pense que c'est une vraie lueur d'espoir. D'abord, c'est une lueur d'espoir qui n'a pas d'agenda. On n'a pas besoin d'un président de la République, on n'a pas besoin d'un quinquennat pour que la bascule se fasse. Les solutions, elles sont là. On a d'ailleurs quelque chose qui est très important, qui est une mutation qui est en cours, c'est comment on pose les termes des problèmes d'intérêt général. On a en ce moment des élections régionales, et alors on a une litanie de candidats qui nous disent on va faire des banques gratuites, on va faire des banques publiques, on va déverser des milliards. Ça devient totalement abstrait. Si on prend juste la région Île-de-France, on a la ville la plus riche de France, Paris, qui est mitoyenne du département le plus pauvre de France, qui est la Seine-Saint-Denis. C'est une réalité. Qu'on le prenne et qu'on pose les termes de ce problème en termes entrepreneuriaux. Comment on reconstruit, comment on fait de la mixité sociale, comment on rééduque, comment on introduit les commerces dans la ville, comment on casse le pont, ces 300 mètres de périphérique qui font qu'on passe du plus riche au plus pauvre. Et toi, tu crois que ça, c'est un sujet d'entrepreneur? Mais ce n'est qu'un sujet Ce n'est d'entrepreneur. qu'un sujet d'entrepreneur. Non mais, pardon Stéphane, ce n'est qu'un sujet d'entrepreneur, sinon dans 10 J'ai ans... l'impression que la tâche est Sinon, telle. dans 10 ans, on en reparle encore. Mais c'est bien parce que la tâche est colossale que c'est une tâche d'entrepreneur. C'est une tâche que les entrepreneurs vont pouvoir soulever en le découpant le sujet en différents secteurs. Et c'est une tâche d'entrepreneur pour résoudre chacun des problèmes. Quand on prend un paquebot qui sort Oui, mais de chantier de attends, l'Atlantique, Léonidas, il y a 1500 contrats sur un seul paquebot. Ça va être la même chose pour résoudre les problèmes de la SAT. non, mais parce que c'est un sujet de sécurité. Mais il y aura Et
le sécurité. sujet de sécurité, c'est pas un sujet d'entrepreneur, Si, ça pour le coup. Bien entendu, il y a également des solutions de sécurité. Il suffit de venir voir sur la plateforme Entrepreneurs pour la République pour voir le nombre d'entreprises qui ont un bip qui permet, lorsqu'on est en danger, d'envoyer des SMS partout pour trouver Mais c'est comment pas être ça, aidé. c'est pas l'ordre public, quoi. Enfin, tu vois bien de quoi je veux parler. On est bien entendu sur la nécessité pour l'État de s'occuper très bien de ce qu'il doit faire, ce qui va nous permettre à nous, entrepreneurs, et au reste de la nation de s'occuper Ouais, c'est de ça. ce que manifestement il a du mal à. Donc en fait, à tu dis regarder. l'État, il concentre ses moyens dans son boulot régalien d'ordre public, Et nous, ça sert à rien d'arroser derrière l'ensemble de ceux qui sont capables de prendre des chantiers à bras-le-corps. Mais tous ces sujets-là, on ne pourra les prendre que si véritablement on les découpe avec j'allais dire, des sujets d'entrepreneurs les côte à côte. Juste un point, parce que je crois qu'il est intéressant sur les filières. Quand on regarde les 60 entreprises qu'on a regroupées, encore une fois en 3 mois, capables de trouver des solutions anti-Covid, il y a des gens qui viennent des luminaires parce qu'il faut des UV et les UV tuent le Covid. Il y a des gens qui viennent de la peinture parce qu'ils ont trouvé une peinture qui est une peinture virucide. Il y en a d'autres qui viennent de l'étude de l'eau parce qu'ils ont étudié Et alors, tu veux dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut rassembler les tous énergies. ces gens-là, ce sont des gens de filières industrielles différentes. Eh bien, quand on leur pose un problème, ils arrivent tous de filières différentes, de régions différentes. Toute la France est représentée et ils se retrouvent autour d'un problème. Que l'on prenne les problèmes et on aura les entrepreneurs derrière. Léonidas, j'ai encore une question. Il nous reste 3 minutes. En fait, je réfléchissais. 1 an de Bismart. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que on a fait collectivement? Et à l'arrivée, moi, en fait, alors que jamais j'aurais pensé ça, je retiens l'emploi. Je dis, il y a 35 contrats de travail. Voilà. Et c'est finalement la seule vraie valeur et la seule vraie mission de l'entreprise que de permettre à des gens d'essayer de vivre dignement de leur travail. Je ne trouve pas de moyen de le dire autrement. Est-ce que ça te va, ça, comme seule mission de l'entreprise? Je ne suis pas malheureusement totalement en C'est phase pour ça que je avec voulais là-dessus. 2 minutes pour répondre. On a 2 minutes et il ne faut pas davantage. À chaque fois que l'entrepreneur prend un sujet à bras-le-corps, il apporte des solutions à la collectivité. Lorsque Bismart se lance, il apporte une visibilité à ces kyrielles d'entrepreneurs qui n'ont pas trouvé les médias qui les entendent, parce que les médias comme l'État parlent à des grands groupes et à ceux qui ont la visibilité. Bismart est allé chercher ce terreau d'entrepreneurs et je pense que comme moi, tu es fasciné par ce que tu as découvert en un an. Ah bah tout le temps, depuis 15 ans, absolument. D'accord. Non, mais ça, il n'y a pas de doute. C'est extraordinaire. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on est utile, à chaque fois qu'on a apporté des solutions à la collectivité, eh bien, on crée des emplois. On ne peut pas créer... Aucune entreprise ne s'est jamais créée en disant, je vais créer une boîte pour créer des emplois. Et pourtant, c'est ce que je retiens, moi. À chaque fois que l'on apporte véritablement un service, d'ailleurs, c'est le pari que je fais avec Entrepreneurs pour la République, qui est une boîte, c'est que je vois la plus-value qu'on est en train d'apporter, donc je n'ai aucun doute. Oui, mais toi, je vais appeler ça, c'est une méta-entreprise. Toi, c'est une méta-entreprise que tu fais. C'est un groupement d'entreprises. Il y aura des emplois derrière. À chaque mais fois alors, tu es d'accord avec moi, à la fin, la vraie mission, la vraie vertu, c'est de participer au bonheur collectif par l'emploi, par le travail. Écoute, je pense que l'on apporte une utilité et que cette utilité est liée à des emplois. Et ce qui est magnifique avec les emplois que l'on crée ensemble, tu en as créé, j'en crée, c'est que chacun de ces employés qui a une mission en main, tous les matins, il se dit, je sais ce que j'amène à la société. Ah ben, ça, et ça, c'est extraordinaire. J'espère, et tu sais à quel point, lorsque l'on crée des emplois factices, eh bien, il y a cette contrepartie qui n'est pas là. On a créé quelque chose, on a voulu aller créer de l'emploi de manière artificielle, comme si c'était ça l'objectif. L'objectif, c'est d'apporter une utilité sociale. Et tu vois, l'extraordinaire collection de besoins sociaux, c'est l'intérêt général. On a là un terreau pour les entrepreneurs qui est absolument fascinant. Ce terreau-là, c'est le terreau de la nation. Il a sa place à côté de l'État pour apporter des solutions aux problèmes de l'intérêt général. Encore une fois, l'intérêt général, ce n'est pas un monopole d'État. Léonidas Kalogeropoulos, les amis, voilà, c'était notre émission anniversaire et on se retrouve demain.